Bonsoir Elliot. Je me recale. Oui, vous êtes arrivé sur le gong, comme on dit. Oui. On dit tout aux J'ai téléspectateurs. jamais compris pourquoi, Oui. dans les studios de télévision, Ouais. les sièges étaient des sièges de tracteurs. Oh oui, bah ça va être de la faute des sièges, votre quasi-retard. Ou peut-être des sièges éjectables. Vous savez, il y a quelques petits boutons que je n'ai jamais utilisés sur ce plateau. Oui. On ne sait jamais. Tremblez, Philippe de Villiers. Ça me fait plaisir de vous retrouver, cher Philippe. Geoffroy Lejeune est avec nous. Geoffroy, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Philippe. Un peu de sourire, alors que notre France et nos Français sont en deuil. Un de ces soldats est mort, l'adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon des chasseurs alpins de Vars a été mortellement touché en Irak par un drone. Et en découvrant cette actualité cette nuit, j'ai pensé à vous, Philippe de Villiers, et j'ai compris votre prudence la semaine dernière, nous en parlerons. Un drone de conception iranienne, 6 autres soldats français ont été blessés. Arnaud Frion, et j'aimerais qu'on voit son image, mari et père d'un enfant, a été cité à 4 reprises pour acte de bravoure dans sa carrière, décoré de la médaille militaire en 2021. Le président de la République a pris la parole ce vendredi pour lui rendre hommage et refusant d'évoquer tout scénario de riposte. Écoutez Emmanuel Macron. Dès l'annonce de cette attaque, j'ai demandé à nos armées une analyse consolidée des faits, de leurs circonstances, et nous aurons dans les prochaines heures la totalité, je l'espère, de ces informations. Je m'entretiendrai dès le début d'après-midi avec le Premier ministre irakien. Nos soldats ont été frappés, alors que, comme nous le faisons depuis plusieurs années, ils luttaient dans le cadre d'une coalition internationale contre les résurgences du terrorisme dans la région et au service de la souveraineté irakienne. C'est évidemment inacceptable. Face à la guerre en cours, la position de la France est purement défensive, en soutien à ses alliés, et ne saurait justifier jamais qu'on s'en prenne à elle. La France continuera de faire preuve de sang-froid, de calme, de détermination. Calme et détermination. Geoffroy Lejeune. Philippe, comment le frère de l'ancien chef d'état-major des armées que vous êtes réagit à la mort d'Arnaud Frion? Comme un Français qui pleure un Français, comme un Français qui pleure un soldat, comme un frère de soldat pleure un sous-officier. Les sous-officiers français sont les poutres maîtresses de l'armée française. Évidemment, je pense à sa famille, je pense à lui. C'était, paraît-il, un garçon remarquable. Je pense à ses camarades de combat, les chasseurs alpins, chasseurs d'élite, sous-officiers d'élite, soldats d'élite. En fait, un soldat, il ne reçoit pas un salaire. Il reçoit une solde. Ça veut tout dire. Solde de tout compte. Une solde. Ça veut dire qu'en fait, son métier, il est le seul à avoir ce métier. Le seul de tous les artisans de France, de tous les ouvriers de France, de tous les patrons de France, de tous les créateurs de France, de tous les entrepreneurs de France, il est le seul à se dire quand il prend son premier galon, je donne ma vie à la France et je suis prêt à faire le sacrifice de ma vie. C'est admirable, c'est incommensurable, c'est incompréhensible pour quiconque n'approche pas l'âme de la France. Et un militaire, c'est quelqu'un qui approche l'âme de la France et qui est prêt à mettre hors d'état de nuire. On ne dit pas tuer dans l'armée, on dit mettre hors d'état de nuire et qui est prêt à donner sa vie pour la France. Je parle de cela avec un certain décalage par rapport aux événements que nous vivons. Pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'on a perdu dans notre époque l'idée de ce qu'on appelait, avant qu'on rentre à nouveau dans l'OTAN, les intérêts vitaux de la France. Un soldat, il défend les intérêts vitaux de la France. C'est quoi les intérêts vitaux de la France ? C'est l'intégrité du territoire, c'est la protection d'une population et c'est la garantie du libre exercice de la souveraineté. Ces 3 choses ont disparu au profit d'une sorte de conscience universelle, droit de l'homiste, où on voudrait aller faire la guerre dans le monde entier
alors qu'il ne s'agit pas de nos intérêts vitaux. On ne fait la guerre que quand les intérêts vitaux du pays sont en jeu. Moi, je ne suis pas israélien, je ne suis pas américain, je ne suis pas ukrainien, je suis français. Et en tant que Français, je me dis, est-ce que là, le sanctuaire est en danger? C'est la question que je dois me poser. Et surtout, l'homme politique doit se poser cette question. Et c'est le moment pour moi de dire que cette guerre n'est pas la nôtre. Je ne dis pas qu'elle n'est pas légitime pour les Israéliens, pour les Américains, on va en parler. Mais en tout cas, ce n'est pas la guerre de la France. Et donc, j'invite tous les Français qui nous regardent, qui nous écoutent, à raisonner toujours à partir des intérêts vitaux de la France. Posez-vous toujours la question. Est-ce que la guerre en Ukraine concerne la France? Est-ce que ça vaut la peine qu'on donne 17 milliards d'euros pris dans la poche des contribuables pour poursuivre une guerre qui n'est pas la nôtre, qui est une guerre entre deux peuples slaves? Est-ce que on doit aller faire la guerre sous prétexte qu'on est dans l'OTAN aux côtés des Américains et des Israéliens en Iran? Je ne le crois pas. Je pense qu'il faut être raisonnable et toujours avoir cette idée fixe même, les intérêts vitaux. Philippe de Villiers, vendredi dernier, vous avez tenu à ouvrir l'émission sur le Moyen-Orient par ce que vous avez appelé une précaution de méthode, en invitant chacun à la prudence devant un conflit dont on ne connaît pas du tout à l'avancée les développements. Au bout de 14 jours de confrontation entre l'Iran et l'alliance israélo-américaine, comment vous, Philippe de Villiers, caractérisez l'évolution de cette guerre? Et peut-on imaginer, selon votre analyse, une issue malheureuse avec un engrenage mondial ou une issue heureuse avec la fin d'une idéologie totalitaire? Vous vous souvenez que j'avais commencé avec une précaution de méthode, j'avais cité Churchill, qui disait, et je répète la phrase parce qu'elle a encore plus d'actualité aujourd'hui qu'il y a 8 jours, il disait « L'homme d'État qui cède à la fièvre guerrière doit savoir qu'une fois le signal lancé, il n'est plus maître de sa politique et qu'il devient l'esclave de l'événement imprévisible et improbable. » Voilà, nous y sommes. Alors, l'évolution de cette guerre, d'abord, il y a une chose qui me frappe, c'est que pour l'instant, est contenue mais à fleur une divergence stratégique entre les Américains et les Israéliens. Il y a un proverbe chinois qui dit « Quand deux pays couchent dans le même lit, ils ne font jamais les mêmes rêves. » Le rêve israélien, enfin en tout cas l'objectif de l'État d'Israël, c'est de briser l'Iran militairement, politiquement, économiquement, ce qu'on peut comprendre, et ensuite de le fragmenter. C'est-à-dire d'appeler à la sécession des Baloutches, des Azéris, des Kurdes, des Perses, comme ils l'ont fait en Irak, en Syrie et au Liban. L'objectif de Trump est différent. L'objectif de Trump, c'est d'anéantir les rampes de lancement des Khorasan chars qui peuvent atteindre un jour les États-Unis. Et ensuite, le but, c'est de retrouver les 440 kilos d'uranium enrichi. Et enfin, le but, de plus en plus lointain, de plus en plus flou, c'est apprivoiser une solution à la vénézuélienne. En fait, l'angle mort entre Israël et les Américains, il est le suivant. Il y a un pays qui est pressé, l'autre qui n'est pas pressé. Il y a un pays qui prend son temps, Israël, parce que toute la population est derrière Netanyahou, parce qu'elle considère à juste titre qu'il s'agit là pour Israël d'une menace existentielle. En revanche, Trump, lui, eh bien, il est pressé. Il voulait une blitzkrieg aérienne. Ça traîne et ça ne se passe pas comme prévu parce qu'il est sous la pression. Il est sous la pression de son peuple
parce que les mi-termes vont arriver, et qu'il y a la fameuse fête du 4 juillet pour le 250e anniversaire des États-Unis, donc il faut se presser d'avoir terminé la guerre. Ensuite, il est pressé par les marchés des matières premières et du pétrole. Ça augmente, pas comme prévu. Ensuite, il est pressé par le Congrès, et il est pressé surtout par les pays du Golfe, comme les Émirats arabes unis, qui disent aux Américains très justement: nous, on vous avait donné des bases, des emprises pour nous défendre, nous, ou pour vous défendre, vous, mais pas pour attaquer un voisin. Et donc, on sent une petite musique dans les pays du Golfe, dans les pétromonarchies, qui est une musique d'amertume sur le thème il ne va pas falloir continuer plus longtemps cette guerre-là. Donc, cette pression multiple, Trump va être obligé d'en tenir compte. Donc, il est pressé. Alors, l'issue de cette guerre, elle est incertaine. Elle est incertaine. Par rapport à il y a 8 jours, voilà ce qu'on peut dire. Bon, le régime devait s'effondrer. Il ne s'est pas effondré. Le peuple iranien devait sortir dans la rue. Pas de soulèvement populaire. La solution vénézuélienne s'éloigne puisqu'il y a le fils qui succède au père, l'ayatollah. Ensuite, le Liban plonge dans la guerre. Le Liban martyr. Et là, je voudrais dire que la France s'honorerait d'aider l'armée libanaise, parce que c'est à l'armée libanaise et non pas à Israël qu'il revient de désarmer le Hezbollah. Et enfin, il y a le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est une arme de strangulation. C'est comme une arme atomique. C'est une arme de strangulation de l'économie mondiale. Et en fait, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'est pas à la veille d'un Sarajevo? Alors, Geoffroy Lejeune. Qu'est-ce que vous appelez justement le scénario à la Sarajevo? Ben, c'est le passage de la régionalisation d'un conflit à la mondialisation du conflit, à la guerre mondiale. Peut-être qu'il faut rappeler en 2 mots Sarajevo. Donc le 28 juin 1914, le prince héritier de l'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, est assassiné par un nationaliste serbe dans la petite ville de Sarajevo, au cœur de la Bosnie. Tout le monde s'en moque dans l'instant. Mais cet assassinat va avoir des répercussions absolument phénoménales et immédiates. Les points communs avec la situation d'aujourd'hui sont les suivants. Premièrement, tout le monde dit que ce sera une guerre, mais une guerre très courte. Une guerre éclair, on dit, à l'époque. On a vu. Ensuite, l'option choisie, c'est la guerre préventive. Et l'empereur François-Joseph dit le 28 juillet, lorsqu'il signe la déclaration de guerre, il dit à un journal, Wiener Zeitung, la guerre préventive, c'est le suicide par peur de la mort. Bien vu. Ensuite, et là on s'approche du point commun essentiel, il y a un autre point commun, c'est qu'on croit longtemps que c'est une guerre régionale, alors qu'il ne s'agit pas d'une guerre régionale. C'est une guerre régionale qui va dégénérer. Pourquoi elle va dégénérer? Parce que voilà le dernier point commun, c'est le jeu des alliances. Vous avez l'Autriche-Hongrie qui attaque la Serbie. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que l'Autriche-Hongrie est soutenue par l'Allemagne, à l'époque grande puissance, et que la Serbie est soutenue par la Russie. Ça vous rappelle rien? Ça vous évoque rien? C'est en train de se passer en ce moment. Vous avez la Chine, vous avez donc Israël avec l'Amérique, et vous avez l'Iran, soutenu par la Chine et la Russie.
Et si jamais l'affaire du détroit d'Ormuz empire, le détroit d'Ormuz sera le Sarajevo de la guerre à venir. Je ne le souhaite pas, évidemment, mais je ne peux pas ne pas y penser. Alors, il y a une autre possibilité. Vous aviez parlé d'une situation malheureuse, c'est-à-dire la guerre s'enlise, se mondialise. Il peut y avoir aussi une possibilité heureuse, avez-vous dit, c'est la chute d'un régime totalitaire. Le mur de Berlin de l'islamisme pourrait-il tomber, Philippe de Villiers? Alors oui, en fait, vous me faites penser à une phrase de Jean-François Revel qui disait l'islamisme sera le communisme du XXIe siècle. Et Maxime Rodinson avait dit le communisme, l'islamisme, c'est le communisme avec Dieu. Donc c'est pas moi qui fais la comparaison avec le mur de Berlin. C'est les grands historiens et les grands observateurs de la vie politique mondiale. Alors, puisque vous parlez du mur de Berlin, oui, on peut dire que on a pu le dire, c'est Pierre Vermeuren le premier qui l'a dit, et je crois Gilles Kepel, que peut-être c'était la chute du mur de Berlin, l'équivalent, historiquement. Alors la chute du mur de Berlin, moi je m'en souviens très bien. Le point commun, c'est que quand un événement comme ça arrive, on ne le voit pas du tout arriver. 2 jours avant la chute du mur de Berlin, le 7 novembre, on dînait chez Lippe avec mon ami Charles Millon. Et il y en a un qui dit à l'autre « Tu crois qu'un jour le mur de Berlin tombera de notre vivant ?» Et l'autre répond « Non, peut-être nos enfants. » Et l'autre répond « Non, nos petits-enfants. » Et l'autre dit « Nos arrière-petits-enfants. » Et 2 jours après, on voit Rostropovitch qui s'incruste entre 2 pans de mur et qui interprète les sonates de Bach. Donc c'est fini. Voilà. Et en fait, si je prends au vol votre question, c'est parce que je veux la prolonger. En disant ceci, quand il y a un événement comme ça, complètement inattendu, imprévisible, on voit les gens réagir très différemment les uns des autres. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que Mitterrand s'est complètement planté. Mitterrand s'est planté 2 fois. Le 20 décembre 1989, il a décidé d'aller à Berlin-Est. Et à Berlin-Est, il a rencontré les responsables de l'Allemagne de l'Est pour leur dire « tenez bon ». En fait, il refusait en lui-même la République fédérale d'Allemagne. Et qu'est-ce qu'il a fait à la place? L'Europe fédérale allemande. Parce qu'il s'est précipité sur Kohl pour lui dire « bon allez, on fait l'Europe ». Et au lieu de faire la grande Europe confédérale de l'Atlantique à l'Oural, c'était l'occasion unique, je m'en souviens, avec Jean-François Degnaud, même Alain Madelin, à l'époque, on disait tous, il faut faire, et Charles Millon, il faut faire la grande Europe. C'est le moment ou jamais. Puisque la Pologne, la Hongrie, ça, sont libres. Et il ne faut pas faire la petite Europe recroquevillée sur elle-même. L'Europe des 6, revue et corrigée par l'approfondissement fédéral. Il faut faire la grande Europe. Il faut que l'Europe soit l'Europe. Il faut que la géographie et l'histoire coïncident à nouveau pour que l'Europe soit une puissance. Eh bien non, il a fait l'Europe allemande. Et quand on voit ce qui se passe en ce moment sur le Mercosur pour l'agriculture, sur les échanges, sur le marché de l'électricité, sur le nucléaire, avec l'aveu de Madame van der Leyen, quand on voit ce qui se passe sur la défense, quand on voit ce qui se passe dans tous les domaines, Mitterrand a pris une énorme responsabilité parce qu'il a mal compris l'histoire telle que s'est déroulée sous ses yeux. Philippe de Villiers, je voudrais qu'on revienne aussi sur les 15 derniers jours et les déclarations d'Emmanuel Macron. Le président de la République a enchaîné 2 postures successives de chef de guerre, d'abord à l'île Longue et ensuite à Chypre. Écoutons justement Emmanuel Macron qui s'est rendu à Chypre. Et nous sommes en train de mettre en place, et nous l'avons évoqué à l'instant aussi,
une mission purement défensive, purement d'accompagnement, qui doit se préparer avec des États européens et non européens et qui a vocation à permettre, dès que cela sera possible, après la sortie de la phase la plus chaude du conflit, qui permettra l'escorte de porte-conteneurs et de tankers pour réouvrir progressivement le détroit d'Ormuz, ce qui est essentiel au commerce international, mais également à la circulation du gaz et du pétrole qui doivent pouvoir sortir à nouveau de cette région. Geoffroy Lejeune. Alors d'abord à l'île Longue, Philippe, et ensuite à Chypre, comment avez-vous analysé ces deux événements régaliens ? Je pense que Emmanuel Macron a un problème psychologique d'abord. Il y a un mot de l'ancien français qui dit bien qu'il veut dire la matamorerie. La matamorerie. Matamore. La parade. En fait, il voit que quand il est en civil, ça ne marche plus. Il voit que quand il prend une posture de chef de guerre, 6 points dans les sondages. Donc, il a compris la mécanique. Et donc, il y a l'île Longue, un sous-marin, il surplombe un sous-marin lanceur d'engins, et là, tous les Français disent, c'est quand même là, ça rigole pas, la bombe atomique. Il a la bombe atomique, donc il est la bombe atomique. Vous voyez, il y a un phénomène de contagion psychologique. Et on regarde la bombe atomique. Macron, la bombe. Et donc, on a peur, et en même temps, on est rassuré. Donc, on se dit, c'est quand même pas mal, Macron. Et puis, après, il prend un sous-marin de Charles de Gaulle, et il pense à Clémenceau dans la tranchée, vous savez, qui était guettré et qui disait aux petits gars, aux poilus de Vendée et de Corse, avant de se faire tuer, celui qui gagnera la guerre, c'est celui qui tiendra le dernier quart d'heure. Et puis après, il pense à Leclerc dans sa Jeep, en treillis, et il dit, bon, moi j'ai envie d'être tout ça à la fois. Voilà. Alors, c'est pas une boutade ce que je dis. Ça cache quelque chose. Voilà pour la forme. Mais comme disait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Quel est le fond ? D'abord, vous parlez de l'île Longue. À l'île Longue, en fait, il a commis une forfaiture que l'histoire reconnaîtra. Je m'étonne que personne ne l'ait vu, ou quelques personnalités, mais qui sont hors du champ de l'éclairage habituel des médias mainstream. En effet, l'arme nucléaire, c'est 2 choses. C'est les intérêts vitaux, c'est le sanctuaire, et c'est le bouton. Il a changé les deux, en fait, de manière habile. Premièrement, il a organisé un basculement vers une redéfinition des intérêts vitaux, avec son concept de dissuasion avancée. La dissuasion avancée, ça veut dire qu'en fait, les intérêts vitaux, c'est plus la France, c'est l'Europe. Mais à partir du moment où on dit qu'on va défendre les Lettons en cas de difficulté pour eux, la dissuasion n'est plus sanctuaire. Et quand il n'y a plus le sanctuaire, il n'y a plus la sanctuarisation. Et quand il n'y a plus la sanctuarisation, la dissuasion perd de son caractère dissuasif. Elle perd de sa crédibilité. Et donc il a pris le risque énorme, avec la dissuasion avancée, de dire aux adversaires potentiels, moi je suis l'Européen, je suis la souveraineté européenne, donc je défends tout le monde en Europe. Ça veut dire qu'on ne défend plus personne, et surtout pas la France. L'idée de Gaulle, c'était le sanctuaire. Le mot n'est pas de moi, il est de lui. Or, il n'y a plus de sanctuaire. Deuxièmement, le deuxième basculement, qui est tout aussi grave, peut-être encore plus grave, c'est le basculement vers la redéfinition de l'instance de décision. J'ai dit ici même, il y a plusieurs jours, et tous les spécialistes le savent, le bouton, c'est un doigt. Un doigt, une personne. Or là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a annoncé des organes de consultation, et celui qui a vendu la mèche, c'est Merz, le chancelier allemand. Il a vendu la mèche 3 fois
d'abord le 13 février à la conférence de Munich sur la sécurité en disant nous parlons avec Emmanuel Macron de la future dissuasion nucléaire européenne. C'est-à-dire, en fait, il parle de l'élargissement du parapluie nucléaire français à toute l'Europe, et notamment à l'Allemagne, ce qui est interdit par le traité de non-prolifération. L'Allemagne n'a pas le droit d'avoir la bombe nucléaire, elle n'a pas le droit même de la partager. Deuxième moment où il vend la mèche, c'est juste après la conférence de l'île Longue. Le chancelier allemand explique nous allons organiser avec Emmanuel Macron un groupe de pilotage nucléaire. Un groupe de pilotage nucléaire. Et ensuite, il annonce, excusez du peu, que l'Allemagne participera aux exercices nucléaires de fin d'année de la France. Et dans le même temps, il y a un rapport auquel j'ai eu accès, un rapport confidentiel de la Commission de Bruxelles qui parle d'une dissuasion européenne intergouvernementale, mais qui évoque aussi une manière d'aller vers l'Europe fédérale par l'atome, comme on est allé à l'Europe fédérale par la monnaie, par l'euro. C'est-à-dire faire avec l'atome ce qu'on a fait avec l'euro. C'est ça la visée ultime de Van der Leyen, de l'impératrice et d'Emmanuel Macron. Donc pour moi, c'est une forfaiture. Quant à Chypre, le porte-avions que vous avez évoqué, avec des frégates, avec des hélicoptères amphibies, moi, je vous l'ai dit au téléphone, je vous ai dit c'est très dangereux, parce qu'en fait, on s'affiche comme une cible. Et quand on est dans une posture défensive, ce qui est son cas, ce qui est le cas de la France, c'est peut-être pas la peine d'aller mettre du persil sous le nez des Iraniens. On peut être plus discret. C'est-à-dire que cette haie d'honneur entre les marins français, où on voyait le chef d'État en situation d'ébriété patriotique, c'était peut-être un peu trop, quoi. Mais surtout quand il a dit on va débloquer le détroit d'Ormuz, je me suis dit oh là là, il est en train de faire comme en Iran, avec le projet de mettre des troupes au sol. C'est-à-dire, en fait, co-belligérance. Et en fait, Emmanuel Macron, il a besoin de la guerre, pour lui, psychologiquement, pour pouvoir se dire je suis chef de guerre, je suis un vrai chef. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui a fait la guerre. Voilà. Et donc, il est dangereux pour ça. Donc, moi, je dis, attention, position défensive. Voilà. En revanche, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il devrait faire, c'est aller voir l'armée libanaise et voir Israël, pour dire à Israël, attendez, avant de taper sur Israël, est-ce que vous pouvez nous laisser faire, nous les Français, parce qu'on connaît bien les Libanais, et nous on va désarmer le Hezbollah en donnant à l'armée libanaise les moyens de désarmer le Hezbollah. Philippe de Villiers, entre la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, le monde a basculé dans une séquence inédite qui suscite l'inquiétude des peuples. L'ordre mondial qui a suivi la chute du mur de Berlin a été balayé. Quelles sont, selon vous, les caractéristiques du monde tout neuf dans lequel nous sommes en train d'entrer, Philippe de Villiers? Alors, on pourrait le résumer en une phrase. Le droit international, c'est fini. La force a remplacé le droit pour traiter les tensions humaines et les tensions entre les peuples. C'est une évidence. On le voit en Ukraine, on le voit au Venezuela, on le voit en Iran. Le multilatéralisme, c'est fini. Allons plus loin. Je pense que dans le monde qui vient, qu'on pourrait appeler le post-monde en quelque sorte, par rapport au nouveau monde, devenu l'ancien monde, il y a 3 phénomènes nouveaux, imprévisibles, inédits, et d'une portée inimaginable. Le premier phénomène, c'est le retour d'un monde néo-westphalien, comme dirait Kissinger, c'est-à-dire en fait le retour aux logiques de puissance, ce que le général de Villiers a appelé les États-puissances. C'est très juste.
le retour des États-puissances, c'est-à-dire le retour de la logique impériale. Quand vous regardez bien, vous voyez les Turcs qui rêvent de l'Empire ottoman, les Iraniens qui rêvent de l'Empire perse, les Chinois qui rêvent de l'Empire du Milieu, les Américains qui rêvent de la République impériale, pour reprendre le mot de Raymond Aron, et les Russes qui rêvent de l'accès aux mers chaudes. Deuxième phénomène, tout aussi important, même peut-être plus important, c'est le chassé-croisé de la natalité. La natalité galopante au sud, la natalité déclinante au nord, avec le nord qui, en fait, se stérilise et revendique, dans l'insouciance et l'euphorie, sa propre disparition. Et le sud qui se déverse dans le nord et qui prend des airs de revanche du traité de Tordesillas qui divisait le monde en deux méridiens, ce qui a donné d'ailleurs une conséquence pour le Moyen-Orient, c'est que Hormuz était à l'époque portugais, donc le monde était divisé entre les Portugais et les Espagnols, nous on était spectateurs à l'époque, et la revanche c'est la contre-offensive du Sud, qu'on pourrait qualifier de décoloniale et recoloniale. Le troisième phénomène, le plus important, c'est l'effondrement du système institutionnel. L'ONU, l'OMC, l'OMS, la CPI, etc., n'ont plus de dimension prescriptive. On ne les écoute plus, on ne leur obéit plus. Et parallèlement, il y a des nouvelles organisations, comme les BRICS. L'Iran est candidat aux BRICS. Les pays du Golfe sont membres des BRICS. Et donc la Russie, évidemment, la Chine, l'Inde, les BRICS. Et les BRICS rêvent de quoi? Ils rêvent de la fin du dollar, de la dédollarisation du monde, et ils rêvent d'installer un nouvel ordre mondial post-occidental. À travers ces trois phénomènes, nous avons qui se mettent en place trois pièges de Thucydide. Les pièges de Thucydide, c'est emprunté à un historien grec très connu qui avait étudié la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes. Et il avait fait cette observation, qui est une observation de bon sens dès cette époque, 5e siècle avant Jésus-Christ. Il disait, voilà, quand vous avez une puissance dominante mais déclinante et que vous avez en face une puissance montante mais agressive, vous avez la guerre. Les deux veulent faire la guerre, c'est l'oubris de la guerre. Et là, quand on regarde ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz avec le problème de la Chine pour le pétrole, quand vous regardez ce qui s'est passé au Venezuela, vous voyez bien que l'obsession de Trump, c'est la Chine. Et que l'obsession de la Chine, c'est Trump. Parce que Trump sait que sans la Chine, il n'y a pas de terres rares, et sans Taïwan, il n'y a pas les semi-conducteurs. Et donc, en fait, chacun a besoin de l'autre, et chacun se dit, si l'autre pouvait disparaître, je serais le premier. Et donc, le piège de Thucydide, il s'exprime à travers les slogans. N'oublions jamais que, par exemple, Reagan avait choisi comme slogan l'Amérique est de retour. Pourquoi il avait choisi ce slogan? Il l'a expliqué. Pour vaincre l'empire communiste soviétique. Et pourquoi Trump a choisi ce slogan? Sur l'Amérique qui revit. Make America Great Again. Oui, voilà. C'est parce qu'il veut vaincre la Chine communiste. Il le dit en privé. Donc il y a un parallèle entre les deux. Vous voyez. Ça, c'est le piège de Thucydide. Il y a un deuxième piège de Thucydide qu'on ne voit pas. Nous, c'est le piège entre l'Europe et l'Eurasie. Nous, on est les proxys de l'OTAN. Hélas, pour combien de temps encore? Et l'Eurasie, on a laissé partir la Russie vers la Chine et on a en face de nous l'Eurasie qui va gagner. Là encore, il y a un risque grave sur le plan du conflit. Et enfin, le troisième piège de Thucydide, c'est entre l'Iran et Israël, l'un voulant
la suppression et la disparition de l'autre, que l'Iran appelle l'entité sioniste. Voilà, il faut être conscient qu'on est entré dans un monde extrêmement dangereux et que la seule manière pour la France d'être une puissance d'équilibre, c'est de comprendre que ce monde repose sur 4 murs porteurs, à nouveau, la nation, la frontière, la politique et la puissance. Si on ne comprend pas ça, la France disparaîtra. Si elle le comprend, elle redeviendra une grande puissance. C'est en fait une puissance d'équilibre. Volodymyr Zelensky était invité ce vendredi à l'Élysée, Philippe de Villiers. C'est la 12e fois et la 12e visite pour Volodymyr Zelensky à Paris depuis février 2022 et le début de la guerre. Une semaine après un incident majeur sous-médiatisé entre l'Ukraine, et non pas la France, mais l'Ukraine et la Hongrie, puisque le responsable ukrainien a menacé le Premier ministre hongrois qui bloque actuellement le prêt de 90 milliards d'euros d'aide alloués par l'Union européenne. Et je vais citer Volodymyr Zelensky, il avait dit « Nous espérons qu'une seule personne au sein de l'Union européenne ne bloquera pas les 90 milliards, sinon nous donnerons l'adresse de cette personne à nos forces armées. » Quelle analyse faites-vous de cet incident ? Alors, il suffit de raconter l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé. Il y a un oléoduc qui relie la Russie à un certain nombre de pays européens qui transportent du pétrole, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et même l'Allemagne. Or, cet oléoduc a été endommagé en 2023, puis réparé, puis en 2026. Et le 5 mars 2026, Zelensky, l'ami de Macron, que Macron embrasse sur le perron de l'Élysée, c'est vraiment son pote, a dit « Pas question de réparer l'oléoduc, parce que sinon on va faire gagner Orban aux élections du 12 avril. » À ce moment-là, Orban répond « Eh bien, moi, j'impose mon veto à la décision de la subvention de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, votée par l'Union européenne. » Je ne sais pas si les Français qui nous regardent ou qui nous écoutent comprennent ce que ça veut dire. J'ai dit tout à l'heure, je répète, ça veut dire pour la France 17 milliards. D'où on les sort, ces 17 milliards? Qui a voté ces 17 milliards? Comme si on n'était pas assez endetté. Et donc, Orban dit, moi, pas question. Puisque vous ne voulez pas réparer l'oléoduc, moi, je ne participe pas à la décision des 90 milliards. Et là, qu'est-ce que fait Zelensky? Il dit, on va confier à nos gars c'est les soldats ukrainiens, le soin de régler le problème Orban. En fait, il lui met une cible sur le front. Et tout ça ne serait pas si grave si parallèlement, Van der Leyen et Macron n'avaient pas déjà lancé l'idée que les élections de Hongrie seront annulées, comme celles de la Roumanie l'ont été. Petite parenthèse, il y a un tribunal, une cour d'appel en Roumanie qui a dit que c'était truqué l'élection. Enfin, l'annulation de l'élection. L'annulation de l'élection de quelqu'un qui était souverainiste et eurosceptique. Georgescu. Et donc là, ils vont refaire le coup de la Roumanie en Hongrie si jamais Orban gagne. Mais c'est officiel. Voilà. Donc en fait, je ne cesse de dire et de répéter que cette Europe-là, elle se traîne, elle nous traîne avec elle et elle est en train de nous faire mourir.